Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va chercher à répondre ensemble à une question qui est pour qui sont faits les métiers de la recherche. Alors tu n'es pas sans savoir que sur cette chaîne normalement je n'aime pas parler de métiers parce que c'est vrai que les métiers changent énormément, surtout dans notre société qui est en constante évolution et ce de plus en plus rapidement. Cependant, il faut que tu saches que la recherche c'est un domaine qui a toujours existé. Toujours non, pas à la préhistoire, mais en tout cas depuis l'Antiquité, tu dois savoir qu'il existe des chercheurs et ce n'est pas prêt de disparaître puisque c'est ce qui nous permet en fait en tant que civilisation d'évoluer, de se construire. J'espère que je pourrai très bientôt t'en dire un peu plus à ce sujet puisque je prévois d'interviewer un anthropologue et j'espère qu'il pourra me donner un peu plus d'informations à ce sujet. En tout cas concernant la recherche scientifique aujourd'hui, puisque c'est vraiment le sujet qu'on va aborder, la recherche scientifique des sciences dures, comme j'aime les appeler, c'est-à-dire la physique-chimie, la biologie, les mathématiques, donc la recherche scientifique dans sa globalité, j'ai eu pour te parler de ce sujet l'opportunité d'interviewer une jeune femme qui souhaite rester anonyme dans cette vidéo, qui vit actuellement en Australie et qui est actuellement en train de faire sa thèse. Et donc elle m'a partagé un peu tout son parcours qui est vraiment juste passionnant et je vais te le repartager aujourd'hui. Puis nous sommes toutes les deux intéressées un peu aux 5 traits de personnalité qu'il est nécessaire d'avoir pour apprécier justement faire une thèse, le domaine de la recherche et je vais te partager tout ça dans cette vidéo et on commence sans plus tarder. Donc il existe une multitude de parcours qui mènent tous à faire une thèse. Donc aujourd'hui je vais t'expliquer brièvement celui de cette personne pour que tu vois à quel point chaque parcours peut être très différent et je ne vais pas m'amuser aujourd'hui à faire une liste. Mais sache que cette personne, je l'ai rencontrée alors que nous étions en classe préparatoire intégrée, donc à Chimie Rennes. Donc la classe préparatoire intégrée, c'est une prépa en fait, mais intégrée à une école. Alors notre prépa, elle était un peu particulière parce que c'est pas parce que tu faisais la prépa que tu avais une école et encore moins que tu restais dans l'école dans laquelle nous avons fait notre prépa. Nous avions accès à 20 écoles de chimie en France et nous étions interclassés et en fonction de notre classement, nous avions ou pas une école. Donc il y avait quand même cette idée de concours sans avoir cette pression d'une semaine. Nous, on avait la pression sur 2 ans. Donc on va dire elle est peut-être un peu moins forte, mais elle est là quand même parce que tout le monde n'a pas d'école et ça a donc été le cas pour cette personne malheureusement. Elle n'a pas eu d'école. Ça s'est révélé derrière pour elle une réelle opportunité puisque suite à ces 2 années de prépa, elle a pu intégrer une licence 3 de chimie, donc à l'université de Rennes, vu qu'elle avait une équivalence avec justement l'université à ce moment-là. Et ça lui a été vraiment bénéfique puisqu'en L3, elle a donc découvert le domaine de la chimie marine qu'elle ne connaissait pas et elle s'est renseignée et a trouvé un master à Brest qu'elle a donc ensuite suivi. Elle savait depuis toujours qu'elle voulait faire de la chimie dite verte, c'est-à-dire qu'elle a toujours eu une forte conscience écologique et qu'elle a toujours voulu avoir un travail qui faisait vraiment sens avec ses valeurs. C'est ainsi qu'elle pensait à l'origine, en prépa en tout cas, s'orienter vers de la chimie verte ou de la chimie environnementale. Cependant, justement, échouer sa prépa lui a donné l'opportunité et la chance d'intégrer ce master de chimie marine. Et cela l'a conduit en Australie pour faire sa thèse aujourd'hui. Et donc il faut savoir que durant ces 3 années de fac, elle a fait 3 stages qui lui ont permis en fait tous ensemble réunis de la conduire à cette thèse, de la conduire à se dire que vraiment le domaine de la recherche était vraiment fait pour elle. Donc lors de son premier stage, elle a été essentiellement au contact d'ingénieurs et de techniciens. À ce moment-là, elle voyait pas encore trop ce que c'était que le métier de chercheur. C'est seulement lors de son 3e stage qu'elle a vraiment pu intégrer un laboratoire justement en Australie, là où elle fait sa thèse aujourd'hui, et être au contact de chercheurs et voir ce que c'était que vraiment le métier de la recherche, le métier de chercheur, qu'est-ce qu'il faisait au jour le jour, quelles étaient ses missions. Et donc c'est pourquoi, suite à ce stage de 2e année de master et après accomplissement justement de ces 5 années d'études, de son bac plus 5, puisque c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir faire une thèse, elle a postulé justement dans le laboratoire dans lequel elle avait effectué son stage pour justement intégrer cette thèse en chimie marine. Donc une thèse, tu fais ça après 5 années d'études. Donc 5 années d'études, ça peut paraître pour certains déjà énorme et pour elle-même, ça lui paraissait quasiment impossible quand elle était en première année d'études post-bac. Elle m'a dit que quand on est au collège, on voit le bac comme quelque chose d'assez incroyable, quelque chose d'assez énorme et on s'inquiète beaucoup sur ses capacités à obtenir ce diplôme. Et puis quand on y est, on se rend compte que c'était pas si compliqué et que c'était vraiment faisable. Et bien elle m'a dit que c'était vraiment la même chose, c'est-à-dire que quand elle était en prépa, elle ne pensait
pensait pas du tout être capable de pouvoir faire une thèse un jour, d'autant plus que il est vrai qu'en prépa, on a une forte pression qui pèse sur nos épaules. Comme je te dis, on n'avait peut-être pas de concours, mais la pression était vraiment présente au jour le jour. Et je t'assure que c'était parfois difficile de croire en soi quand tes notes ont du mal à décoller de 10. Moi-même, j'étais dans ce cas. C'est pas toujours facile de vraiment réussir à remonter la pente. Ça te forge mentalement, certes, mais dans la difficulté. C'est comme ça que fonctionnent les prépas. C'est pas fait pour tout le monde, clairement. Mais donc du coup, ce que je voulais te dire par là, c'est que quand elle était en prépa, elle pensait vraiment pas qu'elle était capable d'aller jusqu'à une thèse. Et tu vois, de fil en aiguille, par passion, parce que réellement, elle a suivi ce qu'elle aimait, elle s'est retrouvée à la fin de son master avec une vraie envie de suivre cette thèse en Australie. Chose qu'elle aurait jamais imaginé possible il y a encore quelques années. Le statut de thésard est un statut qui est vraiment entre le statut d'étudiant et le statut de salarié parce que déjà tu es payé, donc dis-toi que tu ne vas pas payer des études pendant 10 ans sans être payé puisque à partir de la 6e année du coup, vu qu'on compte post-master, tu es rémunéré. Sache également que c'est comme en école d'ingénieur, le stage de dernière année de master, tu es bien sûr rémunéré et en France, sache qu'un stage qui dure plus de 2 mois, tu es de toute façon rémunéré, c'est la loi et il y a un minimum légal. Elle m'a fait part également du fait qu'elle était très heureuse de faire cette thèse en Australie. Pourquoi ? Parce que la recherche scientifique, c'est un domaine où tous les papiers scientifiques sont écrits en anglais et c'est le cas pour de nombreux domaines de recherche d'ailleurs, pas que scientifiques, et qu'il est très important d'avoir un très bon anglais. Déjà pour être capable de lire toutes les publications qui existent sur le sujet de tes études et également pour être capable d'en rédiger puisque l'objectif du chercheur, c'est de découvrir des choses et d'écrire des papiers dessus. Et donc en fait, elle m'a dit que vraiment avoir la chance de faire ce stage en Australie, ça la formait énormément à l'anglais, qu'elle avait progressé énormément et que certes ça a été difficile, que ça a été une première année assez difficile pour elle parce qu'elle avait quasiment le double de travail de ses collègues déjà anglophones, mais que vraiment elle ne regrettait pas et qu'aujourd'hui quand elle regarde quelques années en arrière les premiers papiers scientifiques qu'elle a écrits, elle se rend compte à quel point son anglais était français et à quel point aujourd'hui elle écrit bien mieux, mais bon au final du coup que du positif. Donc son domaine d'études se concentre essentiellement sur l'impact du réchauffement climatique sur les océans et sa zone d'étude est l'Antarctique et donc elle se retrouve régulièrement à faire des sorties en mer pour aller prélever des échantillons à étudier et ça elle me dit c'est le côté un peu fun de la thèse dans son cas parce que pour elle en tant que bretonne d'origine et ayant toujours eu une vraie passion pour la mer, elle adorait quand elle était petite faire de la plongée, pouvoir intégrer en fait une de ses passions à sa thèse, à son travail, ça a été réellement un gros plus pour qu'elle apprécie son quotidien parce que la thèse c'est pas tous les jours facile, c'est beaucoup de travail de recherche en laboratoire mais également donc d'écriture. Elle m'a dit que vraiment il fallait vraiment apprécier écrire, apprécier lire. Un chercheur doit réellement aimer le français, aimer l'anglais. Si tu es au lycée actuellement et que tu n'aimes pas rédiger des textes, que tu n'aimes pas en lire, sache que ce sera peut-être difficile pour toi de faire une thèse parce que c'est une grosse part de ce travail, le travail de bibliographie. Je sais que moi-même j'avais fait un stage qui était vraiment orienté recherche lors de ma dernière année d'école d'ingénieur et je sais que vraiment sur 6 mois de stage j'ai dû passer bien 2 mois uniquement à faire de la bibliographie, c'est-à-dire de la lecture de revues scientifiques en anglais, of course, et de l'écriture. Et ça, vraiment, je sais que c'est très rédhibitoire pour de nombreuses personnes. Donc, si tu n'aimes pas écrire, si tu n'aimes pas lire, il est fort probable que la recherche scientifique ne soit pas forcément fait pour toi. Je lui ai demandé également quelles étaient les expériences un peu de la vie qu'elle avait vécues en dehors de ses études, en dehors de ses stages, qui l'avaient également confortée dans sa décision de rejoindre le milieu de la recherche. Et en fait, elle m'a expliqué que ses jobs d'été l'avaient énormément aidée. Donc je vais pas te mentir, moi ça m'a pas du tout étonnée, comme je vous l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, avoir un maximum d'expérience même avant les études, à côté des études, puisque l'éducation ne doit pas se résumer à tes études. Et donc on s'est arrêté sur 2 de ces jobs d'été qui ont vraiment été centraux dans son éducation. Donc le premier job d'été qu'elle a fait, ça a été quand elle était très jeune. Elle avait entre 18 et 20 ans et qu'elle a travaillé à l'usine. Et donc en fait travailler à l'usine pour elle ça a été très formateur. Pourquoi ? Parce qu'elle y allait quand même avec un a priori. On peut pas lui en vouloir. Quand on est jeune, on a souvent des a priori sur plein de choses qui nous viennent de la société, de notre éducation. Ce sont des clichés qu'il faut déconstruire et qu'il faut lutter contre, mais en fait c'est pas toujours facile et donc rien de mieux pour ça que de vivre des expériences. Et donc elle est allée travailler à l'usine en ayant cet a priori que quand on allait travailler à l'usine, c'est qu'on avait raté sa vie parce que c'est pas un métier qui est reconnu par la société comme une réussite parce que ce sont des personnes qui souvent n'ont pas fait d'études.
et elle s'est rendue compte que c'était pas du tout le cas et que c'était vraiment un gros cliché qu'il fallait déconstruire. À l'usine, on trouve vraiment des personnes qui viennent de tout horizon et c'est vraiment une très bonne école de la vie. Quand tu souhaites chercher un job d'été, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider. Chercher un job dans lequel tu vas rencontrer des gens de tout horizon parce que ça va te sortir en fait de ta bulle de confort, de ton cercle d'amis. Et donc en allant travailler à l'usine, elle a rencontré à la fois des gens qui avaient fait des longues études mais qui ne trouvaient pas forcément de travail et qui justement se retrouvaient à l'usine. Elle a rencontré également des gens qui certes n'avaient pas fait d'études mais pour qui c'était totalement un choix d'aller travailler à l'usine parce qu'ils ne souhaitaient pas forcément que leur travail soit au centre de leur vie, ce qui est totalement légitime. Et également des personnes qui étaient là pour faire un job d'été tout comme elle, ou des personnes qui n'étaient pas là par choix mais qui en fait n'avaient juste pas eu la chance de faire des études. Enfin bref, on va pas énumérer tous les types de personnes qu'elle a pu rencontrer là-bas. Je t'invite toi-même à aller faire des jobs d'été à l'usine pour aller les rencontrer, mais en fait te confronter à la réalité, te confronter à toutes ces personnes qui viennent de milieux aussi différents, ça va réellement te permettre d'avoir une véritable ouverture d'esprit et ça va en fait vraiment t'éduquer. Le deuxième job d'été sur lequel nous sommes arrêtés est qu'elle a été animatrice de colonie de vacances spécialisée pour les enfants handicapés. Et en fait, elle m'a dit que cette année-là, en plus, elle a été responsable des animateurs. Et donc, elle a eu à la fois à animer toutes les réunions du soir avec tous les animateurs ainsi qu'à gérer des problèmes. Une des animatrices ne faisait pas forcément son travail et il a fallu justement être capable de lui dire avec les bons mots. Ce qu'elle a appris à faire durant ce job d'été, c'est simplement ce qu'on appelle du management. Et je dois te dire que ce n'est vraiment pas donné à tous les ingénieurs d'avoir cette compétence quand ils arrivent sur le marché du travail et d'avoir déjà eu la chance en fait de pratiquer. Donc en fait, déjà, non seulement l'école de la vie, comme on dit, ça va t'éduquer, ça va t'apporter plein de choses, tout ce qu'on appelle les soft skills, d'autant plus que aujourd'hui, malheureusement, les écoles, les universités, etc. ne sont pas forcément les meilleures pour te former sur ces soft skills. Et en plus, lorsque tu vas arriver sur le marché du travail, avoir ces compétences-là, ça va faire une véritable différence par rapport à tous tes petits camarades qui sortent d'école en même temps que toi. Donc tout ce que je peux te conseiller, c'est que comme elle, tu fasses le maximum d'expériences, les tiennes, celles que tu souhaites. Et je t'assure que tu ne regretteras jamais et que tu vas développer des compétences que tu n'aurais même pas soupçonné pouvoir développer dans tel ou tel job. Enfin, je vais résumer avec les 5 traits de personnalité que j'ai déjà un peu énumérés et que l'on avait choisi justement avec elle de vous partager aujourd'hui. Donc le premier trait de caractère qu'il faut avoir pour faire une thèse et pour travailler dans le milieu de la recherche, c'est de réellement aimer travailler en équipe. Alors aimer travailler en équipe, pourquoi ? Tout simplement parce que quand tu fais de la recherche, forcément, assembler les connaissances, travailler en groupe, ça va vous permettre d'aller plus loin, plus vite. Et puis, tu n'es pas sans savoir que, imaginons, tu es en train d'étudier tel sédiment dans tel océan et tu as besoin d'une machine pour l'analyser parce que toi, tu n'as pas forcément la machine nécessaire. Eh bien, il va falloir que tu ailles demander à des collègues, que tu ailles demander à un autre laboratoire potentiellement pour l'avoir. Il faut que tu aimes le contact humain. Le cliché du scientifique tout seul dans son bureau, c'est dépassé, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Il faut que tu aimes tout simplement les contacts humains pour aller vers ce type de métier. Le deuxième trait de ta personnalité qui va être central si tu veux faire une thèse, c'est d'être curieux et proactif. Comme tu es en train de faire de la recherche, il faut que tu aimes te poser des questions, il faut que tu sois capable d'aller vers l'inconnu sans qu'on te demande de le faire, c'est-à-dire il ne faut pas que tu sois dans l'attente qu'on te dise quoi faire comme tu as été jusque-là au lycée, c'est-à-dire que tu as un examen à faire, et bien pendant toute ta scolarité, tu as certainement été dans l'attente de quels sont les exercices à faire quand tu es en cours, quel est le cours qu'il faut recopier sur ton cahier. Eh bien sache que ça, en thèse, ça ne marche pas, je te rassure. Tu as 5 ans d'études avant la thèse, avant d'en arriver là, qui vont te conduire progressivement à cette autonomie. Mais il faut que tu sois proactif et curieux. Donc si tu es depuis tout petit le genre d'enfant à poser bien trop de questions sur l'univers et sur tout ce qui l'entoure, bien sûr la thèse est faite pour toi. Le troisième point qui est très important d'aborder d'après elle, c'est qu'il faut vraiment être passionné par son domaine d'études. Donc là, ce qu'elle veut dire par là, c'est que elle, la mère, ça l'a toujours passionnée et elle a toujours eu justement cette conscience écologique. Donc en fait, pouvoir allier les deux dans son travail aujourd'hui, elle considère que c'est ça qui est le moteur de sa motivation.
Et ça, je pense que c'est vrai dans tout. Si tu es passionné, tu arriveras toujours à trouver en fait la motivation pour travailler, pour te lever le matin, pour aller au travail et puis mettre toute ton énergie dedans. Le quatrième point, et qui n'est pas des moindres et qu'on a déjà abordé, c'est qu'il faut vraiment aimer rédiger. La science, c'est beaucoup de rédaction. On ne le dit jamais assez. Le cliché, encore une fois, du scientifique qui passe son temps à faire des expériences en laboratoire, c'est bien beau, mais c'est pas forcément vrai. Le scientifique passe également énormément de temps derrière son bureau à lire et écrire des papiers. Et enfin, le cinquième point qui est un peu évident et qui rejoint tout ça, bien sûr, c'est qu'il faut aimer les sciences pour aller dans la recherche scientifique. Si aujourd'hui tu n'aimes pas la physique-chimie, si aujourd'hui tu n'aimes pas les mathématiques ou si tu n'aimes pas la biologie, en tout cas, si tu ne t'intéresses pas déjà de toi-même à ces sujets-là, peut-être que ça va être compliqué pour toi plus tard. Mais en tout cas, le mot de la fin, ça sera de vivre des expériences. Comme je l'ai déjà dit, plus tu vas de toi-même aller vers l'inconnu, plus tu vas chercher à vivre des nouvelles choses et plus tu seras capable de déterminer vers quel domaine tu as envie d'aller. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je serais ravie d'échanger avec toi si tu as d'autres questions. N'hésite pas également à me partager des domaines d'études ou des sujets, des parcours que tu souhaiterais me voir aborder. Je serais ravie de te répondre. J'ai également fait un post Instagram qui s'affiche juste ici, qui résume un peu tous les points de cette vidéo et qui est complémentaire à celle-ci. Tu peux également me parler en DM Instagram. Je serais ravie d'échanger avec toi sur tous les sujets qui traitent de l'orientation scolaire. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.